Mieux? Allô? Là, ça devrait être mieux. Merci, Alrec. Merci. Est-ce mieux? Ok, voilà. Donc, comme je disais, ni les Newton, ni les Kabauters n'ont aidé la Révolution belge. Mais comme je disais, nous n'allons pas parler de ça parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Soit c'est baroque. On va parler du peuple nain. Alors, ce qui est assez intéressant, dans Baroque, c'est un monde connecté par des portails, et énormément de populations là-bas n'utilisent plus forcément toujours les portails. Il n'y a pas quelques magiciens ou sorciers un peu reclus, ou des créatures qui viennent d'autres plans qui voudraient envahir. Mais, ce qui est assez marrant, c'est que les nains, eux, sont parmi les premiers à avoir découvert la planète Baroque. Ils sont considérés comme le premier peuple voyageant qui est arrivé sur cette planète. De fait, qu'est-ce qu'on appelle aussi un nain? Alors, dans l'imaginaire populaire, souvent, et même dans Baroque, on va caractériser par nain toute une série d'espèces. Alors évidemment, les nains et les naines, les kobolds, les lutins, les gnomes et les korrigans. Alors savoir que les kobolds dans Baroque ne sont pas des êtres draconiques, mais un peu comme dans un autre univers, sont plus, si vous voulez, les ancêtres des nains. Pour faire un parallèle, les kobolds seraient les singes comme le chimpanzé, et les nains seraient les humains, si vous voyez le parallèle. Donc j'ai décidé moi de prendre cette approche-là pour rendre au fait un peu plus spécial, mais ça ne veut pas dire que les kobolds sont originaires de Baroque, car comme les nains eux-mêmes ont voyagé, et comme ils ont avec les kobolds parfois des accords commerciaux et des fonctionnements qui fonctionnent avec une ruche kobold, puisque les kobolds vivent en ruche et fonctionnent en ruche. D'ailleurs, ils ont un bonus spécial quand ils combattent, c'est-à-dire que, comme ils sont reliés mentalement, les kobolds, eux, peuvent faire front ensemble et combattre ensemble. Donc s'il y en a un qui vous tape, il y en a d'autres qui vous tapent en même temps. Et donc, tous ces peuples ont des spécificités. Et nous ne parlerons essentiellement aujourd'hui que des nains et des naines, même si il peut y avoir, et ça ce sera quand le jeu sera terminé, des éléments qui pourront vous être appris quand vous lirez sur les kobolds, les lutins, les gnomes et les korrigans. Sachant que les korrigans sont eux des extraplanaires actuels qui ont décidé de voyager chez les nains pour faire de l'art, de la musique, du spectacle, de la poésie, et qui sont pacifistes. Et c'est d'ailleurs grâce à eux, dans le temps, que certaines guerres entre les différentes nations naines et idéologies naines ont été arrêtées, parce que les korrigans, du fait qu'ils sont présents dans beaucoup de nations naines, ont à un moment donné réussi à s'entendre et dire aux nains qui combattaient, mais arrêtez, vous êtes frères, ça ne sert à rien, le peuple nain mérite mieux. Voilà, comme ça je vous dresse un peu ce que les gens disent parfois quand ils parlent des nains dans le monde de Baroque. Vous me direz un peu la même chose dans notre folklore chez nous. Quand on parle de nains, on met les lutins, les gnomes aussi dedans. Donc j'ai voulu respecter ça pour justement garder dans le monde de Baroque un côté qui fait se penser au folklore aussi. Et au fait que, bien entendu, comme dans tout le monde, de Witcher, chez Tolkien ou dans d'autres, il y a souvent du fait que c'est pas la même espèce, des préjugés ou des mauvaises compréhensions en disant mais oui mais il y a juste 2 têtes de moins que vous, c'est un lutin, c'est ça? Ah bon, je ne savais pas. Donc le côté au fait où il y a toujours ce souci que dans ces nations naines justement, dans ces groupes nains, c'est principalement les nains qui ressortent parce qu'ils sont la population dominante. Et il y a effectivement aussi des gnomes, des nains qui vivent à part, des gnomes, des nains qui vivent à part, même des lutins, mais je ne les aborderai pas aujourd'hui, parce que vraiment aujourd'hui c'est sur les nains. Voilà. Salut Dave, comment tu vas? Et merci encore à Alrec d'avoir rectifié. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a parlé maintenant de ce qu'était l'approche sociologique sur les nains. Et maintenant, on va commencer par parler de ce que j'adore. Et on va commencer, je vais reprendre la feuille. Voilà la feuille. Dans les 3 nations naines qui existent, et qui ont une structure politique stable, il y a le domaine ancien. Alors le domaine ancien, c'est bien particulièrement ce que vous allez
tous appréciés et aimés, ce sont les nains traditionnalistes, comme on les appelle. Alors, j'ai juste un souci ici. Voilà, c'est fait. Déjà, leur drapeau exprime quelque chose. Le drapeau exprime un respect des traditions naines et de la discrétion naturelle des nains. Un carré noir pour exprimer les limites, deux couleurs qui rappellent deux valeurs travailleuses des nains, le blanc pour le pouvoir de la force du travail et le rouge pour l'ardeur des nains à respecter leur cadence et leurs paroles. Le bleu en bouclier rappelle l'indépendance des nains et leur attachement à protéger leurs frontières. Et c'est assez intéressant, je vous le dirai pourquoi. Le domaine ancien est situé sur le continent maudit. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vite ressortir la carte, comme ça vous voyez à quoi ressemble encore le continent maudit. Map monde carte, map monde. Je vais montrer avec les états. Alors, le continent maudit est ici en dessous, et le domaine l'ancien domaine ou le domaine ancien est ici. Donc vous voyez, entouré d'eau, c'est très montagneux aussi. Donc c'est une zone qui rappelle l'Écosse. Et de fait, pour pouvoir avoir justement cette petite merveille, ces nains-là vont vraiment être dans une tradition à la écossaise. Ils ont des lieux de négoce comme la Roche Noire, qui est une grande forteresse qui est au sud du domaine ancien et qui est connue pour être une succursale de vente de l'armement nain à tous les belligérants finalement du monde, mais aussi de ce continent maudit, parce que là l'ancien domaine étant respectueux de ce que les ancêtres ont décidé, et d'ailleurs un de leurs ancêtres, il ne jure souvent que par lui quand il faut commercer, quand il faut voyager, quand il faut fréquenter les elfes. Ils l'ont nommé Gimli. On ne sait pas qui c'est, hein, mais voilà, personne ne sait vraiment qui il est. Mais il semblerait qu'il faisait plein de trucs et que c'est même lui qui a poussé les nains à quitter leur terre d'origine ou une terre d'origine. Bref, c'est assez vague. Parce que les nains de l'ancien domaine sont assez hermétiques et ne parlent pas vraiment aux non-nains de leur religion. Les nains ont un respect de penser que leur société doit respecter les valeurs des ancêtres, doit respecter tout ce qui a à la tradition et qu'on ne peut travailler les choses que par rapport à ce qui a été écrit précédemment. Donc toute loi nouvelle ou toute chose qui aurait plus de 100 ans est considérée chez eux comme éternelle. Si avant qu'elle ait 100 ans, cette loi a été modifiée, il faudra attendre 100 ans sans modification pour qu'elle soit considérée comme la tradition, l'éternité. Et donc c'est pour ça que les nains ont cette volonté de, souvent, même en modifiant ces nouvelles lois, de dire nous inspirons de la tradition. Et si ça passe les centaines d'années, une loi devient valable. Et notamment dans les lois totalement what the fuck, mais qui font partie du domaine ancien, les nains et les naines atteintes de calvitie et de perte de poils. Eh bien, sachez qu'ils sont obligés d'avoir des fausses perruques et des fausses barbes. Et oui, un nain doit rester nain. Voilà, pour faire très cliché. Alors, les vêtements traditionnels, évidemment, sont le yard de tissu, le kild. Ils ont des passions pour la cornemuse, le corps des montagnes, les tambours, l'arpégion, la mandore. Ce sont des instruments traditionnels de leur divertissement. Et surtout, n'oubliez pas, faites comme moi, buvez de la petite bière belge, la Jupiter ici. En l'honneur des nains. Alors, ils ont donc une manière de danser qu'on appelle la gigue. C'est des mouvements établis par des experts depuis des millénaires, des millénaires, des millénaires. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gigs qui existent, parce que chaque clan appartenant à un quartier ou un village possède sa gigue, que ce soit au-dessus de la montagne de l'ancien domaine ou dans les tréfonds obscurs. Donc vous avez moyen en tant que vous-même, si vous jouez un nain, la possibilité de vous dire voilà, nous avons notre gigue. Et faites-le autour de la table, mimez comment on danse la gigue chez vous. C'est génial, je trouve. Une autre chose importante pour les nains de Messène, c'est le respect de leurs ancêtres, on l'a dit. À chaque fin de vie, leurs os sont conservés d'une manière différente que les autres populations naines. On sépare la chair des os qui seront fondus
et compostés pour les champignons. Les os sont alors façonnés par des sculpteurs de l'après-vie et d'autres artisans afin de créer une chose exceptionnelle, un objet précieux incrusté de gemmes, un outil puissant, une pièce d'armure ou une arme. Donc ça aussi c'est important pour le peuple nain. C'est en tout cas traditionnaliste. Salut Big Jim Noisy, je vais te saluer. Salut. C'est très important pour eux parce que tout ça justement permet aussi qu'on honore les ancêtres et que les familles des nains qui survivent ou qui sont dans la lignée d'un descendant ont accès donc à des armes familiales qui sont forgées dans les os de leurs ancêtres. Imaginez-vous qu'un nain pourrait avoir, grâce à plusieurs ancêtres, et donner en fait, des parties d'os d'eux-mêmes, et qu'il ait une armure faite d'os sur laquelle on a rajouté des plaques de métal, et qui, évidemment, grâce aux runes que maîtrisent les maîtres runiques, va permettre justement à cette armure de résister à plein de choses. Et de fait, tu pourras toujours dire « Par le courroux de mes ancêtres !» et tu frappes avec ta hache dans laquelle il y a effectivement le fémur de ton arrière-arrière-grand-père ou ta arrière-arrière-grand-mère, et tu fracasses de l'autre côté la bestiole qui t'ennuie. Voilà. Au niveau politique, c'est assez spécial de Mélancien. Comme ils sont essentiellement des passionnés d'histoire, d'études et de toutes différentes choses, ils ont des partis assez bien spécifiques. C'est des partis qui vont soit essentiellement être très traditionnalistes, soit réno-traditionnalistes, je sais le terme. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui veulent vraiment pas toucher aux textes anciens, il y en a d'autres qui vont dire mais inspirons-nous des textes anciens pour condenser tout ça dans de nouvelles lois qui résument le tout. Donc vous avez deux tendances qui s'affrontent. Il y a le parti coutumier qui est le parti aristocratique, et il y a le parti traditionnaliste qui regroupe les candidats fervents qui s'appuient sur la tradition et la religion, et il y a le dernier parti qui est le parti codificateur. C'est ce dernier parti notamment qui est celui-là qui veut, allez, on va moderniser un peu tout ça, on va un peu recondenser tous ces anciens textes, parce que l'autre jour, on a justement demandé si on devait mettre la fourchette à gauche ou à droite, et ça a pris, tenez-vous, 10 ans 10 ans pour avoir la réponse, parce qu'il a fallu donner le temps à tous les archivistes nains, qui sont nombreux, d'aller chercher comment on avait déterminé la dernière fois la manière de poser un couvert à table, parce que justement, tu avais quelqu'un du parti traditionnaliste qui avait fait quand même signaler que moi, je voudrais savoir où on doit mettre ce putain de couvert. Oui, ce sont des questions naines, ce sont des questions sur lesquelles les nains débattent énormément. Donc au niveau de leur religion, elle est hermétique, donc je ne vous dirai rien, mais ici j'ai plusieurs dieux, et en tout cas il y en a une dizaine de dieux dedans. C'est un panthéon nain assez riche. Alors il y a aussi une grande chose importante, c'est les vœux et les paroles. Une vieille coutume perdure, un nain ou une naine, ne respectant pas sa parole, se déshonore et mérite 1000 fois la mort. Ça, vous le savez, c'est classique à tous les univers. Par ailleurs, un nain ou une naine, comprenant de travers ou faisant une raison, recevra 1000 coups de fouet. Voilà, bah oui, c'est... Par ces deux adages, on protège la parole et on punit les exagérations. Les vœux et paroles sont donc consignés et détaillés par écrit, en présence du huissier pour être certain que tout a été compris lorsqu'on a donné sa parole. Donc, plutôt qu'un droit coutumier où là, c'est juste par la parole, toute parole donnée doit être de façon actée par un huissier pour que, après, si jamais il y a une contestation ou si on dit que vous n'avez pas respecté votre parole, on va vérifier ce qui était convenu dans ce contrat oral que vous avez passé, qui a été écrit. Alors évidemment, il y a aussi des rancœurs chez les nains, je ne vais pas les expliquer, parce que vous le voulez ou non, il y a des rancœurs, mais elles peuvent s'apesantir notamment. Ils peuvent avoir recours effectivement à des actes très violents. Et parfois, comme je l'ai expliqué, il peut aussi y avoir
certains nains qui vont essayer de résoudre les rancœurs quand elles durent trop longtemps en provoquant des événements qui favorisent l'abandon des rancœurs et qui valorisent la constitution d'alliances. Dans ce cas, on parle de rancœurs oubliés. Ce sont des rancœurs qui ont décidé de mettre de côté et qu'après des années d'alliance, on pardonne à chacun. Imaginons, un peu comme dans le monde de la mafia, que deux clans nains soient en train de se battre et puis finalement, à force de s'exterminer depuis plus de 200 ans, à un moment donné, il y a un nain malin dans un des deux clans qui fait comprendre aux deux clans que dans le temps, ils avaient 70% du marché et que maintenant, ils n'en ont plus que 20%. Donc ils sont tellement exterminés qu'ils n'ont plus les anciennes alliances qu'ils avaient avec d'anciens qui ne savent plus honorer leur contrat, donc ils ne respectent plus leurs paroles, donc ça c'est tabou chez les nains. Et donc finalement elle veut dire qu'il faudrait peut-être s'allier, donc on va prendre un nain et une naine, ou deux nains qu'on va allier ensemble en les mariant pour symboliser cette union. C'est possible aussi. Donc j'ai essayé de faire quelque chose où on évite de tomber dans le haine totale et la haine qui ne peut jamais être remise en arrière, parce que j'estime que les nains, en tout cas un peuple fantastique, même s'ils peuvent être traditionnistes, ne sont pas cons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas c'est ce que je pense des nains. Donc si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas, vous êtes toujours les bienvenus. Suivant, on a le royaume nain de la montagne blanche. Alors le royaume nain de la montagne blanche, ça va être très simple. Alors, son drapeau, c'est les nains qui aiment leur drapeau qui soit limité. Le rouge ici représente la liberté des nains. Ils ont lutté pendant des éons pour être considérés comme une nation. Ils sont sûrs qu'il faille parfois abreuver par le sang les sillons des montagnes pour ces idéaux. Le blanc rappelle la montagne blanche unifiée et les marteaux représentent l'artisanat nain. L'emblème des nains, là pour rappeler qu'ils sont toujours prêts s'il le faut. Alors, c'est assez marrant. L'histoire des nains de la montagne blanche, c'était d'abord une principauté avant de dire un royaume, est très particulière. Ils s'appellent entre eux les Gowyers. C'était le nom de la secte naine qui les a constitués, qui ont fait sécession des Hoggardies. Et les Hoggardies, au fait, ce sont les nains traditionnalistes. Et oui, ils ont des termes dans leurs différentes langues. C'est il y a 14 éons, Azat Amakushi décida de se séparer de l'ancien domaine, et les colonies naines situées dans la région de la Montagne Blanche et les colonies naines du continent d'Aidur, ainsi que les nains vivant sur les côtes d'Intangia, eh bien ces nains fondèrent les montagnes blanches et élirent Azad Amakushi en tant que prince nain des montagnes blanches. Et donc à ce moment-là, on parle effectivement de la principauté. Alors cette nouvelle région avait décidé, au fait, pour les tensions philosophiques qu'il y avait, de se libérer. Ils ont décidé de créer de nouvelles musiques, d'écrire de nouveaux poèmes, de fonder des associations, des clubs pour impulser de nouvelles idées. Ils ont fait de nouvelles activités et surtout cassé les vieilles traditions et favorisé la création d'une nouvelle culture. L'échange avec les civilisations où l'on compte des elfes, des humains, des ragnols, les nains nordiques et d'autres favorise la circulation de nouvelles idées, ce qui permet aux Goyers de créer les premières formes de partis de loges et de loges philosophiques. Ainsi, leurs valeurs religieuses sont la liberté et la remise en question des traditions pour élever les nains. Et donc ça, c'est assez intéressant. On a un mouvement nain, un peu, si vous voulez, une autre culture qui les inspire ici, la culture arménienne. Donc on a ces nains de plus ou moins de culture arménienne qui vont commencer à créer quelque chose d'incroyable. Une révolution chez les nains. Et si on réécrivait les choses? Et si on inventait de nouvelles choses? Et si on travaillait différemment l'acier? Et de ce fait-là, au fait, ils vont carrément, de siècle en siècle, progresser, se battre pour leur indépendance. Il y aura, normalement, 2 guerres, en tout cas fraternelles, entre les nains et l'ancien domaine, justement, à ce propos. Et tous deux vont également avoir une pratique assez exemplaire. Et le domaine ancien et le royaume nain de la montagne blanche vont, quand des citoyens ne conviennent pas, les bannir. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi je parle de ces bannissements. Et
Hello David. T'es fatigué? Courage. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner ou demander à vos amis de s'abonner à cette chaîne, je vous le dis aussi. Comme ça permettra justement que vous soyez au courant de l'évolution. Ce jeu est en cours d'écriture depuis plusieurs années. Et je passe mon temps également à expliquer ce que j'essaie de créer. Vraiment des nations très intéressantes au niveau de la multiculturalité, mais aussi de différentes visions chez les nains. Alors, la reine ou le roi décide des relations, la frappe de la monnaie ainsi que de la valeur de celle-ci. Donc il y a le fonctionnement chez la royaume est assez spécial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ça, je vois ici l'historique des éons. Il faut savoir aussi que les nains maîtrisent la machine à vapeur bien avant les autres peuples, donc ils sont toujours le peuple du steampunk parfait. Alors oui, elle a sa propre langue, le grammar. C'est une langue vivante qui est souvent utilisée dans leur chant mélodieux et dansant, le ganzat et le kazat. Les instruments de musique des nains de la montagne blanche sont le kanom, le davoul, l'oud, le tar, le zurma et aussi le doukdouk. Les bardes nains sont appelés les kazoug. Ils ont un statut de messager du bonheur. Il y a aussi une grande tradition religieuse puisqu'ils se nomment entre eux les Goyers. Et cette religion est marquée par le besoin d'innover et de chercher de nouvelles libertés, le progrès, en rejetant la voie des ancêtres et notamment tout le panthéon dieu traditionnel des nains. Ils ont également équipé toute cette énorme chaîne de montagnes de la montagne blanche dans laquelle ils vivent, de tout ce qui est différentes machineries, technologies, ce qui leur permet aussi, quand ils se font envahir, de par le sol repousser l'ennemi. Et donc ça, c'est intéressant. Alors j'allais vous parler un peu des alcools. Alors par exemple, on a vu les nains de l'ancien domaine, les premiers qui sont ici. Les alcools chez eux, il y a le scotch bien évidemment, l'hydromel. Ces deux boissons notamment ne peuvent dépasser 3 ingrédients, c'est sacré chez eux, c'est écrit dans les textes anciens. Et les autres boissons qu'ils peuvent cuisiner sont le whisky, l'eau de vie venant de céréales, de champignons, d'épices souterraines, gingembre, curcuma, galanga, qui sont des épices qui sont vraiment souterraines. Ça c'est pour les nains du domaine ancien. Alors évidemment pour les nains sous la montagne, là on va être plus riche. Déjà on va parler de leurs alcools. Il y a le kilikia, qui est une sorte de bière, le sapinol, qui est une liqueur au bourgeon de pin, et l'ararat, un alcool de style brandy. Ce sont les alcools que eux fabriquent, et en tout cas dans leur culture, où ils ont les activités traditionnelles des nains, comme les tapisseries, l'industrie, la fèverie, la verrerie, la broderie, l'élevage, la culture, la papeterie. Mais ici, ils ont un slogan national, les nains de la montagne blanche: si nul ne le peut, nous le pouvons. Incroyable, me direz-vous. Ils se prétendent capables de faire les choses que les autres ne savent pas faire. Donc effectivement, ils ont une religion. Et ces 3 grands philosophes, au fait, qui ont créé leur religion. Et donc, de ces 3 grands philosophes, je ne vous donnerai pas ici, vous avez la possibilité de pouvoir comprendre ce que les nains ont comme philosophie dans cet état d'esprit. Alors, ces relations internationales et commerciales je vais vous montrer peut-être sur l'autre carte, effectivement vous les voyez, le royaume de la montagne blanche est ici. Et bien effectivement, essentiellement, ils négocient avec la Nessim-Négu, à Junda. Ils ont même encore une forteresse qui est ici dans le sanctuaire d'If. Mais comme elle est dans la montagne et qu'elle a une sortie vers la montagne, au fait ils sont dans le sanctuaire d'If, qui sont des traditionalistes très mécaniques sur tout ce qui est minerai, bois, des éléments naturels. Et ça permet justement au royaume nain de la montagne blanche d'avoir des apports justement de différentes choses qui sont purement naturelles et sur lesquelles ils peuvent prétendre avoir un artisanat nouveau, basé sur une qualité naturelle et non pas sur des procédés comme l'ancien domaine qui sont établis par des ancêtres.
Alors, quand ils sont en guerre contre la dynastie Nouvelle-Ajunda ou le grand trône sage et éternel d'Alexandrite, effectivement, ils vont chacun essayer de faire un couloir pour traverser les montagnes blanches. Et ils ont des casemates, et ils ont des souterrains, et les nains sont très ingénieux. Même si les Alexandriotes ou les Ajundais arrivent à les envahir, ils évacuent, ils ferment tous les couloirs et ils les rendent totalement impossibles de pénétrer. Ils ont même des ouvertures cachées pour reprendre par après les choses et combattre. Et donc les Ajundais ont essayé pendant des siècles, ça n'a pas fonctionné. Les Alexandrites ont plusieurs fois essayé de les envahir, perdaient des hommes, signaient la paix et repartaient. Ajunda était plus intelligente quand les frontières leur étaient fermées. Ils prenaient les cols pour pouvoir faire passer leurs marchandises et donc leurs caravanes. Et puis, une fois qu'elles revenaient, ils se retiraient de la montagne. En ayant perdu effectivement des hommes et des gens, mais que ce soit Ajunda ou les Alexandrites, ils ont besoin du royaume de la Montagne Blanche pour pouvoir commercer. Et quand ils ont un souci avec eux, Bardaf s'est l'embardé. Alors, maintenant, nous allons parler de la troisième nation. Alors, c'est celle que j'apprécie particulièrement. L'Ancien Empire des Craques, qui est de l'autre côté. Et pour parler de l'Ancien Empire des Craques, je dois faire une parenthèse sur les Darbanspiyaren. Ceci, comme vous voyez ici, cette association naine est importante. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, le domaine ancien et le royaume nain de la Montagne Blanche ont eu une tradition. Si vous n'étiez pas d'accord avec leurs principes, si vous remettiez en question le fonctionnement de la société, vous vous retrouvez banni. Eh bien, pendant des éons, ces nains bannis qui avaient quitté finalement leur nation, se trouvaient donc des réfugiés politiques, vivaient un peu dans la misère ou des métiers très difficiles en étant parfois conspués, agressés ou mis carrément dans des cités dortoirs telles que des bidonvilles. Et cette association s'est créée, les Darbanspiyaren, pour justement que les nains bannis se rassemblent. Et petit à petit, cette association a permis à l'Empire des Craques de se créer. Et l'Empire des Craques, eh bien, vous le voyez, il a un drapeau nain avec une délimitation. Les nains sont des êtres précis, donc il faut toujours bien délimiter les choses. Il y a deux couleurs exprimées dans le drapeau. Le jaune pour rappeler la traversée des épreuves que les premiers nains des Craques ont vécu. L'errance et les migrations pour en arriver à cette nouvelle nation. L'orange marque la reconnaissance et est associé à ce qui fait la renommée de la plus jeune des nations naines, l'art et l'artisanat, les runes et le marteau. Cette version du drapeau, comme vous le voyez, est récente. Et avant, il y avait un draken qui était représenté. Notamment, les premiers aéroplanes, avec un petit moteur vapeur-charbon, sont créés par l'Empire des Craques, mais pour le décollage, ils doivent être lancés par catapulte. Oui, le moteur n'est pas assez puissant pour faire élever ces genres d'aéronefs, et ils servent essentiellement à protéger les cieux des pirates en aérostat ou des bâtons montgolfières navigatins venant du des Perdoudis ou de la cité de Kizil. Kizil qui n'est pas loin finalement quand vous regardez sur la carte. L'ancien empire des Craques est ici, Kizil est là. Et qui n'ont pas d'autorisation. Donc des gens qui n'ont pas négocié à l'avance en envoyant une caravane de marchands pour justement qu'il y ait un couloir commercial qui s'est établi. Si effectivement ils ne donnent pas les bons signes ou ils n'affichent pas le bon drapeau de la maison avec laquelle ils ont un contrat et pour lequel justement ces premiers utilisateurs d'aéroplanes ont, ils seront abattus. Donc on lancera avec la catapulte l'aéronef, le moteur lui permet d'un peu de tenir, ils abattent la nacelle, et puis ils vont aller essayer d'atterrir dans un des champs derrière les montagnes naines de la ceinture. Alors effectivement, l'histoire des nains de l'ancien empire des Craques est assez incroyable. Il est de tous les clans bourgeois et des familles pauvres qui ont, pendant des ans, erré sur l'ancien continent et dans l'empire de Sankara. Donc il faut vous dire, comme ça vous voyez où est l'empire de Sankara quand j'en parle. L'empire de Sankara, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume, enfin le continent maudit qui est ici. Quand tout cela était aux mains des peaux vertes, enfin des peaux olives, on ne dit pas peaux vertes, c'est une insulte. Il y avait également des nains qui étaient présents là. Il y avait des nains qui étaient partout présents c'était du côté d'Ajunda, des Alexandrites, peut-être même au sanctuaire vif. À Hormuz,
et à Kizil, ou dans les républiques méridionales. Et à un moment donné, petit à petit, ils ont été engagés comme soldats. Et donc, ils ont, au niveau culturel, une vie très militarisée et très organisée hiérarchiquement, et très spécialisée. C'est important. Alors, ils sont de 1 inspirés un peu de l'Empire romain et des Spartiates, puisqu'il y a ce côté très fort où les durs se reconnaîtront entre eux et on combat toute adversité. Et ce qui est assez intéressant dans cette société, c'est que ces nains des Craques ou naines des Craques ont une religion qui a fini par s'imposer, qui est le temple de la transmutation. Ce qui fait que dans cette religion, qui veut justement qu'on arrive à évoluer, se changer, donc les nains là font parfois des expériences biologiques pour améliorer, rendre plus forts les nains, des choses comme ça. Ils ont ce côté de la transmutation et donc ils font énormément d'expériences qui sont interdites d'ailleurs sur des créatures, soit d'autres plans, soit même ils prennent des biquettes, ils leur injectent des produits, ça devient un monstre super bodybuildé. Et je parlais des Romains et des Spartiates, ils l'envoient dans l'arène. Et en envoyant ça dans l'arène, il faut aller le combattre. Et donc ce sont des jeunes hommes valeureux qui veulent gagner de l'argent, qui vont les combattre, ou alors on met des prisonniers, et les prisonniers, on veut juste qu'ils se fassent tuer. Ce serait con effectivement que le prisonnier gagne, parce qu'après ta chèvre bodybuildée là, il va falloir la remplacer. Donc nouvelle recherche, ça coûte cher. Mais ces arènes, c'est aussi intéressant parce que tout différent, toute mauvaise compréhension, tout objet d'une inimitié entre deux nains ou deux naines est réglable dans les arènes. Et encore chose plus marquante chez ces nains, ça je pourrais montrer des photos tout à l'heure, les nains de l'ancien empire des Craques sont des nains qui se rasent, qui se coupent la barbe, qui essayent d'avoir de rejeter tout ce qui vient et de la montagne blanche, où là finalement vous les verrez plus avec des cheveux en pique ou des barbes taillées de manière un peu fantaisiste avec des grosses moustaches, plutôt que la vraie très traditionnelle naine. Chez les montagnes blanches c'est comme ça. Et bien l'ancien empire des Craques, on nous a bannis, on nous a rejetés, on a notre style, on se coupe bien les cheveux, on se rase bien, les femmes naines jamais plus que mi-long, et donc on a une société finalement qui n'a plus rien à voir avec les nains, mais qui est toujours peuplée de nains. Ils n'hésitent pas non plus à lutter contre les pirates qui viendraient de l'autre côté, parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais on ne sait pas quoi. Et c'est libre interprétation, mais il y a parfois des pirates qui arrivent, donc l'Empire des Craques lutte contre eux-dessus, et parfois des terres de la Horde d'Airain. Et là, c'est la Horde actuelle en 200 sur le jeu de rôle. Il y a des incursions par le petit passage qui est là, où ils essayent d'aller voler, capturer, ou alors même ils attaquent les caravanes, et l'ancien empire des Craques doit les défendre. Autre chose qui est intéressant, cet ancien empire des Craques a, comme les terres de la Horde d'Airain, l'esclavagisme. Cet ancien empire des Craques, lui, a la particularité très marquée que tout esclave peut un jour racheter sa liberté. Ce qui fait que des gens qui ont été capturés par la Horde d'Airain, qui sont vendus sur des marchés dans l'Empire des Craques, pourront un jour racheter leur liberté, racheter une caravane de voyage pour retourner d'où ils viennent, se refaire capturer et recommencer de nouveau une vie d'esclave, et pourront encore essayer de foutre le camp. C'est possible. Ou alors ils peuvent être intelligents et prendre un bateau qui va jusqu'à Méridional, aller aux Alexandrites, et puis paf, ils repartent arrière. Mais bon, voilà. Vous voyez le souci, c'est assez marrant à ce niveau-là. Alors, ils ont un ministère de la magie, parce que maintenant, de plus en plus, ils ont, en tout cas, dans les montagnes de la ceinture qui se forment ici, entre les deux fleuves, par la passe qui est juste ici, eh bien, ils ont commencé à enquêter énormément, parce que de plus en plus, dans justement ces montagnes de la ceinture, il y a des drôles de, de portails qui s'ouvrent temporairement et des créatures monstrueuses qui en surgissent.
Et les nains ne savent pas vraiment ce qui se passe, mais ils tentent, si vous voyez, de dire les nains des cracks et les nains des cracks que non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est des rumeurs, mais non, il n'y a personne qui habite dans les montagnes à part quelques nains dans les forteresses pour les protéger ou les aéroplanes pour pouvoir intercepter ce qui pourrait être dangereux pour le pays. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais, comme vous le savez, c'est une porte scénaristique, ça peut toujours être intéressant. Alors les nains des cracks, au niveau éthylique, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh bien, le cidre, la bière de betterave, ça existe. L'alcool de génépi, à essayer les gens. Alors ils n'aiment pas la vigne, mais pour des raisons économiques, ils la cultivent pour faire du vin pour les hordes du désert d'Epétoudis. Donc une manière de négocier avec les hordes et les différents peuples du désert d'Epétoudis, c'est notamment de faire du vin. Ça permet justement d'un peu atténuer les tensions et peut-être d'un peu éviter que ça ne parte en cacahuète, mais les nains n'aiment pas le vin. Ça c'est... Voilà, on reste ici au niveau un peu traditionnaliste à ce niveau-là, mais ils font d'autres types de bières, comme ils aiment également le cidre et la bière de betterave. Donc je vous propose d'un jour essayer. De toute façon, il faut juste 2 ingrédients et un peu de sucre et ça devrait fonctionner. Quand vous faites bien macérer. Voilà ce qu'il en est pour ceci. Vous l'avez vu. Alors, nous avons maintenant également la Confédération des interespèces, qui est effectivement nos amis nains du monde gelé. Alors, ces nains qui sont arrivés dans les terres du Nord, donc je vais vous le montrer. Les terres du Nord sont ici, pôle de la nation, Bergenholm. Les nains qui sont arrivés dans le Nord ont cette qualité... Ouais, ils font des murs 20, t'as raison David. Ont cette qualité incroyable de s'être mélangés à d'autres populations. Il y a des alphes de ce côté-ci, il y a des léchis de ce côté-là, il y a des humains un peu partout. Et finalement, les nains sont arrivés en même temps que les humains. Il y a 21. Alors 21, ça fait 20 fois 2000 ans. Donc, je crois que vous voyez ce que ça veut dire. Ça fait énormément de temps, 40 000 ans, sont arrivés justement ensemble à la même période pour coloniser. C'est un des premiers endroits dans Baroque où les nains et les humains ont colonisé ensemble. Et très très tôt. Mais les nains étaient déjà là avant, et principalement du côté de l'ancien domaine. Puis effectivement des colons nains sont partis, ou des bannis sont partis, et ont fondé effectivement des communautés. De manière très scandinave autour de Ting. Ting, donc c'est une assemblée locale, et ici toutes les villes, tous les villages sont gérés par les Ting, et même la confédération fonctionne un peu comme un Ting où chaque représentant de chaque nation, de manière collégiale, gère cette confédération en laissant plein de liberté au niveau local, effectivement. Alors, on les reconnaît aussi parce qu'il y a énormément de nains qui y vivent, et ils ont notamment eu quelques grands explorateurs qui ont été envoyés. Quelques-uns ont participé à des signatures de paix, et il y a même de chez eux Sapristine Firestone, une marchande intrépide naine, qui a découvert le nouveau continent ici. Et ce nouveau continent a été laissé très longtemps tel qu'il est. C'était juste un nouveau continent avec des nouvelles... On commerçait peu, on échangeait peu, on envoyait parfois des biologistes, jusqu'à ce que très récemment, il y a des comptoirs qui ont été installés, comptoir de Wellington, comptoir d'Ur, comptoir de Sidon. Sidon appartient au trône d'Alexandrite, comptoir d'Ur appartient à Junda et aux nations du Dominion, excepté le royaume insulaire qui a un comptoir de Wellington qui est ici. Donc pour vous fixer, c'est bien Bergenholm qui a découvert ça, qui était la première nation à commercer avec ce nouveau continent. Mais c'est aussi Bergenholm, là où on trouve la Horde Noire, qui est une sorte de piraterie qui est dédiée aux dieux noyés, dieu maléfique évidemment, qui cherche vengeance sur une ancienne occupation que l'île a vécue quand
quelques éons auparavant, le Dominion, donc toutes ces îles qui sont ici, excepté le royaume insulaire, avait formé une armée et les a envahis. Et notamment, dans la Horde Noire, il y a quelques nains, quelques humains, quelques autres espèces qui sont présentes. Et ils espèrent en tout cas un jour se venger. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus actuellement, en l'an 200 du calendrier insulaire, des pirates qui à l'aide de bateaux volants ou de navires en pleine mer pillent, volent, kidnappent et tuent aussi. C'est des méchants. Voilà. Et pour vous dire, cette société nordique, elle est très riche. Et je vais aussi ne pas trop m'apesanter dessus, puisque on va partir aussi des pratiques éthyliques de ces nations plus ou moins scandinaves, un peu russes, un peu sibériennes, puisque ils ont en tout peut-être 6 mois où il fait très beau, 3 mois de très mauvais temps, et puis il y a 13 mois, donc les 5 mois qui restent, tout est gelé. Vous voyez, tout ce truc-là, tout ce qui est là est gelé. Le pôle de la nation est totalement gelé. Bergenum est totalement gelé. Essentiellement au nord de Bergenum, donc il y a encore moyen d'avoir des endroits où on peut cultiver quelques fruits, récolter d'autres choses. Mais essentiellement ici, il y a une grande banquise qui s'est formée et qui relie par traîneau ou par, on peut encore utiliser les bateaux volants. Si vous avez un brise-glace, vous pouvez tenter un brise-glace, mais c'est très difficile. Pour justement commercer avec ce qui reste là de l'autre côté, en se servant de la banquise qui s'est formée. Donc c'est une manière de vie assez très différente. Donc ces habitants du Nord, qu'est-ce qu'ils apprécient comme alcool fort? Pour se chauffer, et glace en même temps la personne qui le boit. Eh bien, ils boivent de la liqueur de framboise glacée, de la vodka givrée, des alcools d'érel, du kvass, ou du kvass si vous préférez, qui est une boisson fermentée, pétillante et légèrement alcoolisée à base de blé, de siègle ou d'orge. Et le kvass est parfois aromatisé avec de la menthe ou des baies. Menthe veut dire qu'ils sont allés commercer, et les baies, c'est plutôt nordique. Voilà ce que vous avez effectivement dans, ici, les 4 différentes choses dans lesquelles il y avait des nains. Alors, vous pouvez jouer facilement dans le jeu de rôle vous pourrez normalement jouer facilement dans le jeu de rôle à ces nations et confédérations interespèces. Une, par contre, a disparu, et peut-être une peste scénaristique. C'est la République fédérale du Ponant. C'était aussi une nation qui n'était plus féodée au domaine ancien, qui a décidé de faire sécession en même temps que la création de la principauté naine de la Montagne Blanche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, eux, ils se sont très fort basés sur tout ce qui était la magie. Et ils avaient vraiment des consortiums de mages, de philosophes et d'autres praticiens qui venaient. Ils étaient moins que le royaume nain de la Montagne Blanche axés sur le commerce. Et ils étaient une république fédérale avec aussi interespèces. Et eux, c'est assez marrant. Il y a plusieurs éons, mais à tel point que tout ce qui reste d'aujourd'hui, c'est de la jungle là où ils vivaient. Il y a eu l'invitation à une fête à la capitale qui devait durer 3 jours. Au bout du premier jour, les gens qui étaient des commerçants, qui étaient des agriculteurs à 10 km de la capitale, ont entendu un grand vide de son. Ils se sont dit, tiens, ils ont raté de faire la fête. On a attendu le lendemain. Personne ne passait, personne ne venait. Et les marchands qui étaient arrivés en intérieur arrivaient dans une ville déserte. Totalement déserte. La ville était encore présente, mais toute la population dans les 10 km autour de la ville et dans la ville avait disparu. Évidemment, Capital dit que leur président avait disparu, toute leur assemblée avait disparu, les gens influents avaient disparu, en tout cas certains gens influents avaient disparu, l'armée avait disparu, enfin le contrôle de l'armée avait disparu. Bref, les autres nations qui existaient à l'époque, à côté de la République fédérale du Ponant et qui étaient situées sur l'île d'Intagia, c'est là où vous avez le Haut-Rhume insulaire aujourd'hui, ont profité pour s'emparer finalement en moins d'une année de tout ce que les survivants de la République fédérale du Ponant représentaient. C'est une porte scénaristique. Alors, on va parler évidemment
des derniers nains qui sont plus ou moins des méchants, les Oni, comme on peut les appeler, ceux qui sont détestés, c'est les nains des tréfonds obscurs. Alors les nains des tréfonds obscurs, mes chers amis. Alors, je vais vous lire un vieil adage les concernant. C'est celle d'un témoignage le plus que troublant. Si dans les ténèbres tu vois un être de petite taille luire, enveloppé dans des vêtements sombres, et que celui-ci se dirige vers toi, il te faudra prendre tes jambes à ton cou. Car c'est le mal sombre qui se dirige vers toi. Tels des démons, ces petits êtres assouvissent les sombres desseins de leur entité de la folie des massacres. Ce conseil n'est pas à prendre avec déni. Les nains du tréfonds obscur sont également craints par tous les autres nains, parce que ce sont les représentants du mal incarné. Ils servent une entité qu'on peut retrouver également dans Nucadon, mon autre jeu de rôle, pour qu'elle cherche un éditeur. Ils sont le mal incarné qui sert Zécharogoradst, un dieu dément, un dieu qui change d'apparence, qui est transformiste, qui manipule les gens juste pour se trouver du plaisir dans les meurtres, le massacre et la folie. C'est vraiment l'être le plus vil qui puisse exister. Et de fait, ces nains qui sont devenus fous, notamment parce qu'ils étaient enfermés sur Terre, que notamment ils manipulaient des roches qui étaient dangereuses, et qui finissaient en créer des instruments et des objets puissamment magiquement avec cette roche, ils ont commencé à devenir fous. Et d'ailleurs, on les appelle les Segax Fardal dans leur langue. Les Segax Fardal, c'est le nom qu'ils se donnent, et c'est dans leur langue, une langue qui est incompréhensible par vous, moi. Personne ne peut la comprendre. Et ils ont une agressivité dans leurs propos, dans leur comportement. Si vous êtes en alliance avec eux, c'est seulement parce qu'ils voudraient effectivement avoir des esclaves, vendre de l'alcool dangereux pour la santé, commercer des drogues. C'est vraiment les plus vils des nains qui peuvent exister et qui parfois surgissent comme ça d'un trou qu'ils créent la nuit pour aller à l'extérieur, attaquer un village et déporter tous les gens justement pour en faire des esclaves ou même pour les sacrifier à leurs dieux. C'est vraiment, vous devez vous dire, les nains les plus craintifs. Et ils ont notamment, au niveau alcool, un nain qui s'appelle le Spoister, qui est une sorte de mélange d'alcool, de patates avec des champignons. Cette boisson peut, si on abuse trop, créer ce type de soucis de santé que tous les nains ne connaissent pas. De nausées, vomissements, perte de coordination, attaque de panique et effet psychotique. Les nains y résistent, mais les autres espèces deviennent fous. Ils ont la boblière, qui est la bière du blob, à base de céréales pourries et de morceaux de blob, de sucre fermenté. Cette boisson est faible en alcool, 4,5%, et elle donne l'impression que des petites choses bougent dans l'estomac. Ça a l'air chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est le breuvage de la table des nains du tréfonds pour les journées longues. Ça leur permet de couper la faim, mais en contrepartie, ils doivent vomir les blobs le lendemain à jeun. Et oui, mais ils ont pris effectivement du blob, donc ils doivent leur cracher, c'est logique. C'est sympa, je trouve. Je sais pas si ça vous dirait de goûter la bière du blob, la bloblière. Qui veut de la boblière? On va demander ça. Qui veut de la boblière? La bière au blob. Allez, dites-moi tout. Qui veut de la boblière parmi les 5 spectateurs? L'un de vous mange du blob? Et il y a également un autre alcool de ces nains qui est le Grotchi. Grotchi, donc G-R-O-C-H-T-I. Je vais vous le mettre. Alors ça, peut-être, ça va vous plaire. Parce que ça c'est un alcool assez intéressant aussi, le Grotchi. C'est une eau de vie à base de guano de chauve-souris et de venin de salamandre. Oui, je vous assure. Si on en abuse, on se met à chanter à tue-tête et on perd un peu le nord. Ces idées et les actions sont floues et les nains des tréfonds risquent d'oublier une partie de la nuit. Autrement dit, c'est l'effet blackout. Voilà le Grotchi, les gars. C'est la boisson extraordinaire où même les nains des tréfonds peuvent perdre des moments de la nuit. Donc si vous oubliez votre nuit, vous avez fait le con pour 10 000 raisons et on l'a tous connu les soirées où on a fait trop bu d'alcool et on a fait le con. Hein, ça fait partie de la vie, comme on dit. Même les bêches leur arrivent lors de la fête nationale, quoi.
Et donc les armes et les armures des nains de Tréfond sont effectivement très prisées, mais en plus, ils ont cette roche spéciale, la roche blâme, telle qu'ils l'appellent, qui est une roche corrompue, qu'ils utilisent dans leur machine pour forger des armes dangereuses, et leur empire souterrain et leur folie seraient, semble-t-il, liés notamment à l'abus de cette roche blâme. C'est une sorte de genre de roche qui doit être radioactive ou autre chose, et qui finalement finit par rendre fou les nains, à une condition en fait que vous devez tous savoir aussi, très importante: aucune des populations naines n'est sensible au mercure. C'est très intéressant parce que, notamment je l'ai mis dans un post précédent, les écorcheurs nains, qui sont des nains spécialisés dans effectivement la lutte contre toutes les créatures paranormales ou les monstres qui pourraient surgir, utilisent des armes au mercure parce qu'ils sont les seuls, les nains, à résister au mercure. Donc n'importe quelle créature qui serait touchée par une arme au mercure finira par mourir tellement le mercure est toxique, mais les nains sont immunisés. C'est quelque chose de très important aussi, et ce qui rappelle que les nains, en tout cas, sont toujours des créatures dont il faut se méfier. Tous les nains ne sont pas bons, et tous les nains n'ont pas les meilleures intentions du monde, quelle que soit la nation, mais les pires et les plus dangereux, c'est les nains de Tréfonds Obscurs, parce que comme je disais, ils pourraient faire un contrat avec vous, et puis il annule à un moment donné où vous n'y attendez pas, tout le monde se retrouve mort, ils partent avec tout, même votre argent, et une partie de la ville a disparu. Et votre faction qui était malveillante aussi disparaît, évidemment. Mais les nains, eux, des Tréfonds Obscurs, ils restent. Et la dernière des associations naines que je dois vous présenter, c'est Darvorguten. Et Darvorguten, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nains et des naines qui hantent les ruines de leurs anciens empires, des cavernes menant de Tréfonds Obscurs sur la Terre, tout endroit finalement où les nains ont bâti quelque chose qui a été abandonné, qui a été oublié. Donc ce sont d'anciennes galeries, d'anciens tunnels, d'anciennes villes qui sont dans les tréfonds obscurs, dans une ombre terre si vous préférez. Et ces différentes spécialités de métiers qui sont là pour vraiment faire de la recherche archéologique, permettre des lieux de pèlerinage, donc genre tu es dans le royaume nain Montagne Blanche et ils découvrent qu'il y a eu des nains qui ont fondé une ville et qui ont disparu à un moment donné entre le sanctuaire d'If et Ajunda. Ils vont devoir protéger la zone, mettre en place des caravanes de pèlerinage pour que, oui, ils ont retrouvé dans les registres, tiens, tous les nains avec tel nom, tel nom, tel nom, tel nom, tous les nains avec tel arbre de famille peuvent venir ici en pèlerinage pour voir les terres abandonnées ou perdues de leurs ancêtres. C'est une logique imparable qui fait partie de la culture naine, qui est garder des traces de tout. Et ils sont principalement là pour faire les guerriers du tunnel ou les sapeurs, pour quand ils doivent aller dans les différentes galeries. Et il y a également chez eux des maîtres des essences explosifs et des maîtres des anciennes ruines de pouvoir. Donc c'est vraiment des archéologues spécialisés dans plusieurs choses vieux et anciennement nains. Et ils ont, comment dire, on ne sait pas grand chose en hiérarchie tant que les nains parlent avec effroi un peu d'eux en disant des Utir den Dwergen, ce qui signifie l'esprit des nains. Donc ils sont un peu, si vous voulez, quelque chose. Il y a des nains de partout qui viennent travailler, mais les nations naines, la confédération naine, ont cette idée de dire ils sont l'esprit des nains. Ils bataillent sans cesse contre des tribus sauvages de Cludes, qui sont des genres de créatures bipèdes ressemblant à un loup. Voilà. Et notamment les Cludes ont tendance à être fort bestiaux et sanguins. Ça favorise la pose de pièges et un jeu du chat et de la souris. Car les oubliés d'Arvorgotten, ça veut dire les oubliés, connaissent bien le terrain et ils ont un peu ce côté de seigneur monastique aussi. Donc ils connaissent les lieux, ils savent les renforcer, ils savent les défendre. Et c'est la dernière association naine dont j'allais vous parler ce soir. Parce que justement, elle est assez particulière. Et elle permet, si vous voulez, d'introduire des scénarios qui peuvent être intéressants. Oui, j'enregistre. Des scénarios qui peuvent être intéressants parce que justement, on a des nains qui vont retourner dans les vieux sites où des nains ont vécu,
qui vont essayer de protéger les lieux et qui vont essayer notamment de leur redonner une utilité. Cette utilité, c'est organiser des pèlerinages notamment. Voilà ce que c'est. Donc, nous avons maintenant ici, en 1 heure de temps, vu la totalité des nains. Alors, mes chers amis, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que vous voudriez savoir si les nains ont quelque chose de spécial, de bien particulier ? Je vais un peu tous vous taguer pour voir comment ça fonctionne. Alors les amis, avez-vous des questions sur la fin de ce live ? Parce que toujours je fais 1 heure de live pour vraiment bien vous permettre d'avoir les informations concernant le lore. Et surtout, c'est vraiment très important, vous permettre d'appréhender la chose avec richesse. Tout ce qui est en brun sur la carte générale, c'est Terra Incognita. Oui, c'est une nouvelle manière de voir les nains. Je suis aussi resté beaucoup respectueux de certaines traditions. Donc, domaine ancien, c'est dans le style écossais. Ça reste assez par rapport à ce qu'on connaît des nains, vraiment traditionnel. Royaume Montagne Blanche, arménien. On est dans un peuple des montagnes qui n'a rien à voir avec les Écossais et qui a des traditions totalement différentes. L'ancien empire des Cracs, on est encore dans une autre logique. La confédération nordique qui est ici, interespèces, encore une autre vision. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre ? Les nains qui sont toujours bannis, qui vont à gauche à droite, sont très pauvres, soit des bourgeois qui essaient de tirer leur plan, en restant finalement soit dans la communauté naine, soit en se mélangeant à d'autres communautés, et qui essaient de percer, tout en soutenant les pauvres nains, parce qu'effectivement pour leur donner du travail ou les aider, dans des fêtes, des fêtes communes. Les nains du tréfonds, des tréfonds qui étaient mais vraiment incroyablement la pire des saloperies sur laquelle vous pouvez tomber. Les deux associations naines, d'Ardanspillaren qui sont les bannis et d'Arvergoten qui sont les oubliés. Voilà en tout cas ce à quoi vous avez ici à faire dans Baroque. Ce sont des nations et des compléments de vision sociologique qui sont très intéressants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous n'hésitez pas à l'accuser, tout le monde est volontaire, et alors hop, tout le monde fait un pas en arrière, et alors le colonel dit « Eh ben, tout le monde est volontaire, c'est très bien ça, c'est merveilleux. » Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, et surtout, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Cette vidéo sera mise plus tard sur le YouTube de Baroque, qui existe aussi. Justement, c'est pour cela, et c'est justement pour que vous puissiez garder le lien avec nous, que petit à petit, en construisant ces univers, ils naissent et ils deviennent quelque chose, que je vous les propose. Voilà, mes amis, je vous souhaite en tout cas une bonne fête de la Belgique. Ah oui, hein, ça t'aime. Hein. Bonne fête à nos amis les nains et les naines. Et surtout, comme j'aime à dire à chaque fois, faites rouler les dés. On s'amusera bien, c'est bien. Allez, bis, bonsoir et surtout, ne soyez pas sages, faites les fous.